on va commencer tout de suite avec Edouard, du coup. Bonjour à sur YouTube. Et je vous souhaite une bonne soirée. Alors, on va commencer tout de suite. Alors déjà, je vais me présenter tout de même. Donc je suis Edouard Marquez, donc moi je suis développeur Android et aussi Flutter bien évidemment. Donc, dans la communauté Flutter, moi j'y suis depuis quelques années et j'avais créé à l'époque un Slack qui existe d'ailleurs toujours, donc surtout n'hésitez pas à y aller. Également, il y a une chaîne YouTube, c'est la même chose. Si vous voulez grosso modo du contenu en français, vous avez ces deux endroits-là voilà, qui peuvent vous être utiles. En parallèle, moi de mon côté, je m'occupe d'une newsletter Flutter qui est publiée chaque lundi matin. Donc si ça vous intéresse de savoir un peu les dernières actualités qu'il y a dans le monde de Flutter, n'hésitez pas, ça s'appelle flutterdigest.com et j'ai aussi une déclinaison Android si toutefois Android vous intéresse aussi. Juste avant que je vous parle de Flutter, je vais faire une toute petite parenthèse pour un programme qui peut peut-être vous intéresser. Ça s'appelle le Google Summer of Code. Donc, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais l'idée, c'est que Google finance des étudiants pour qu'ils puissent travailler sur des projets open source pendant qu'ils sont en vacances l'été. Donc, les projets open source, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, du Wikipédia, j'en sais rien, Linux, bref, un peu tout ce qu'on veut. Et donc, le principe, c'est, voilà, vous développez pour des projets open source et en contrepartie, en fait, Google vous paie. Et la petite nouveauté qu'il y a en 2022, c'est que maintenant, c'est plus uniquement réservé aux étudiants, mais à tout le monde. Donc, par exemple, si vous êtes freelance comme moi, potentiellement, vous pouvez y participer. Et alors pourquoi du coup je vous parle de ça? Parce que notamment moi je contribue sur un projet qui s'appelle Open Food Fact et en l'occurrence, donc qui est un projet open source bien évidemment, et sur ce projet, il y a une application Flutter qui s'appelle Smoothie sur laquelle on est en train de travailler et typiquement sur le Google Summer of Code, on cherche à ce que des gens viennent nous aider sur la partie hors ligne. Donc voilà, potentiellement, si vous avez envie d'y travailler dessus, d'une part, vous faites quelque chose de bien parce que c'est pour l'open source, et en plus, vous êtes payé par Google. Donc, gagnant-gagnant. Bon voilà, ça c'était juste pour la petite introduction. Maintenant, je vais vous parler vraiment de ce que c'est Flutter. Donc, je vais essayer de vous dresser à peu près, voilà, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut retenir d'une manière générale. Je le fais de manière assez rapide. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que Flutter? Tout simplement, c'est un projet open source et la particularité, c'est que vraiment 100% du code est open source. Donc vous allez sur le GitHub, vous allez tout retrouver. Et là où ça présente un gros avantage, c'est que donc Flutter initialement c'était fait par Google, et bon, on sait tous un peu comment dire, que Google n'est pas vraiment très très bon élève en termes de maintenir sur le long terme des projets. Mais là, rassurez-vous, si toutefois Google venait à abandonner Flutter, vu que tout est open source et qu'il y a énormément de contributeurs externes, le projet il continuerait de lui-même. Ensuite, qu'est-ce que c'est que Flutter? Tout simplement, c'est un framework multiplateforme qui va vous permettre de faire du mobile, du web et du desktop. Et je vous ai mis là sur la gauche un peu toutes les versions qui sont supportées. Et la particularité qu'a Flutter, c'est qu'il va notamment sur mobile vous générer du code natif, donc c'est-à-dire quasiment similaire à si vous aviez fait une application Android ou une application iOS directement. Et enfin, quand on fait du Flutter, on utilise un langage de programmation qui s'appelle Dart, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Alors, est-ce que ça vaut le coup de s'intéresser à Flutter aujourd'hui? Alors bon, j'imagine que si vous êtes là, la réponse est forcément oui. Et du coup, j'ai sorti forcément une stat qui va dans mon sens. Et en l'occurrence, ce sont des données d'un cabinet d'études qui s'appelle Statista et qui évoque en gros l'évolution, l'historique, la popularité même des différents frameworks cross-platform, et vous voyez que finalement Flutter c'est le seul qui est en croissance aujourd'hui, donc vous avez fait un bon choix. Ensuite, Flutter, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Tout simplement, aujourd'hui, la dernière version stable, elle a été publiée au mois de février, c'est la version 2.10 et des brouettes, sachant que des nouvelles versions stables, il y en a à peu près tous les 3 mois, et donc la prochaine version stable devrait arriver le mois prochain lors de la Google I/O, qui est le gros événement que Google fait chaque année pour les développeurs. En termes d'applications qui ont été publiées
Donc sur le Google Play, il y en a à peu près 375 000, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus. Sachant que, en termes de proportion, on estime qu'il y a un peu plus de 2 millions d'applications sur le Google Play, donc en termes de ratio, c'est finalement pas si mal. Et quelles applications utilisent Flutter aujourd'hui? Donc vous avez la nouvelle appli de la SNCF. Alors bon, je sais qu'elle fait un tout petit peu débat, mais disons que les critiques qui sont faites sur l'application, c'est pas vraiment Flutter, c'est plutôt des fonctionnalités qui sont pas tout à fait là ou qui manquent, des choses comme ça. C'est pas vraiment la techno qui est derrière. Donc c'est pour ça que je me permets quand même de l'évoquer. Et ensuite, il y a aussi, par exemple, l'application Philips Hue. Donc si vous avez plein de lumière comme moi derrière, bah voilà, maintenant ça utilise du Flutter. Alors bon, maintenant, on va s'intéresser à un peu plus comment ça marche Flutter finalement. Alors si on regarde exactement le paradigme que les gens de Google, parce que c'est eux qui ont commencé à bosser dessus, ont choisi, c'est celui de se dire qu'ils demandent un canevas. Alors aujourd'hui, quand vous utilisez d'autres frameworks cross-platform, généralement ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les vues Android iOS par exemple et ils viennent les afficher à l'écran. Chez Flutter, c'est totalement différent. Comme je vous l'ai dit, c'est sur un canevas. Donc l'idée, c'est que Flutter va dessiner sur un canevas, qu'on soit sur Android, sur iOS, sur Chrome, peu importe. Du coup, ça va avoir un grand avantage, c'est finalement, quelle que soit la plateforme, vu que c'est Flutter qui dessine à chaque fois, bah, on a la garantie que visuellement, on n'aura pas de problème. Par contre, ça amène un tout petit problème, bah, c'est que forcément, bah, tous les composants graphiques, il faut les recréer parce que bah, forcément, il faut les dessiner sur ce fameux canevas. Et bon, là-dessus, je vais vous rassurer, d'une manière générale, tout. Alors, vous me contredirez peut-être dans le chat, mais normalement, moi, j'ai jamais vraiment eu de problème parce qu'il manquait des composants. Et donc ça, c'est pour la partie visuelle. Ensuite, notre Flutter, bah, il va potentiellement communiquer avec Android, avec iOS, avec bref, les plateformes en général, parce que bah, Flutter, par exemple, la position GPS de l'utilisateur, il la connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là? Bah, tout simplement, dans votre code Flutter, vous allez envoyer un message vers la plateforme et donc cette plateforme va appeler bah, quelle est la position GPS et va le renvoyer à Flutter. Et tout ça, ça marche avec un mécanisme qui s'appelle les platform channels et qui a l'avantage d'être très performant, d'être presque similaire à si on faisait un appel natif. Bon, modulo, envoyer 2-3 messages, mais voilà, ça n'a rien à voir avec certaines contraintes qu'on peut avoir sur d'autres frameworks cross-platform. Donc ça, c'est la vision un peu globale. Maintenant, si on s'intéresse et qu'on ouvre un tout petit peu qu'est-ce qui se passe dans Flutter, eh bien, en fait, on a 3 grandes briques. La première, c'est celle qui s'appelle le framework, donc ce qui est représenté chez moi en vert. Et donc ce framework, c'est ce que vous allez utiliser quand vous allez développer des applications. Et comme vous voyez, il y a plein de petits étages dans ce framework. Donc, soit vous avez tout en haut Material ou Cupertino, qui sont donc les composants graphiques d'Android ou d'iOS, soit vous voyez tout en bas, il y a ce qu'on appelle la Foundation. L'idée de la Foundation, c'est que si vous en avez envie, vous pouvez dessiner pixel par pixel à la main. C'est tout à fait possible. En Flutter, vous n'avez aucune restriction là-dessus. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant en Flutter aussi, c'est que dans toutes les briques vertes que vous voyez ici, il n'y a rien qui vous est caché. Vous avez accès à 100% des API. Comme je vous ai dit au début, je suis aussi développeur Android. Bah, typiquement, sur la partie framework, vous n'avez pas de... Il n'y a rien qui est caché. Donc voilà, framework, ça c'est ce que vous allez utiliser en tant que développeur. Juste en dessous, on va retrouver un moteur qui est fait en C, en C++. Bon, je vous la fais rapide. Normalement, vous n'avez pas vraiment besoin d'y toucher. Et ce moteur, en fait, on va y connecter ce que l'on appelle des embedders. Donc, comme je vous ai dit initialement, Flutter est compatible Android, iOS, web, etc. etc. Ben, pour chacune de ces plateformes, à chaque fois, il va y avoir un embedder. Donc, pour vous simplifier, l'embedder, c'est celui qui va convertir ce que demande Flutter vers la plateforme en question. Donc, si je vous donne un exemple, avec le web, ben, typiquement, Flutter dit j'ai envie de dessiner un carré, sur le web, ça va être sur un canevas, des trucs qui vont être dessinés, ça peut être du CSS, bref, voilà, ça peut être une implémentation X ou Y, et ça c'est fait par des embedders. Donc des embedders, il y en a, vous pouvez en créer vous-même, il y en a qui sont donc faits par Google, maintenus officiellement, mais il y en a aussi d'autres un peu moins connus. Alors le premier, c'est celui autour de Fuchsia.
Donc Fuchsia, c'est le système d'exploitation que dont Google travaille dessus depuis des années et des années, et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Aujourd'hui, c'est juste déployé sur les Nest Hub, donc les enceintes connectées avec Google Assistant. Mais bon, je pense que ce sera amené à grossir normalement. C'est aussi disponible sur Tizen. Donc Tizen, c'est le système d'exploitation qu'on retrouve sur les télés et sur certaines montres de chez Samsung. Ça marche aussi sur HarmonyOS, qui est donc la version Android de chez Huawei. Et aussi, il y a certains constructeurs automobiles comme Toyota qui, par exemple, s'amusent à faire des trucs en Flutter. Bon, pour le moment, n'achetez pas encore de voiture, il n'y aura pas encore de Flutter à l'intérieur, mais ils bossent dessus. Alors ensuite, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour coder en Flutter? Et là-dessus, il y a un truc que vous devez retenir, c'est tout simplement qu'en Flutter, tout est un widget. Voilà. Si vous avez juste un truc à retenir de mon talk, c'est ça. Alors bon, du coup, on va prendre un exemple parce que c'est toujours plus simple à comprendre avec. Et on va essayer de faire ce qui est sur la gauche, à savoir cette petite carte avec 2-3 éléments à l'intérieur. Et donc, si on le schématise, grosso modo, on va avoir plein de petits widgets qui vont être utilisés. Un qui s'appelle un container, une autre une colonne, d'autres un texte, d'autres une icône. Voilà. Et tous ces widgets-là vont nous permettre de concevoir notre interface graphique. Si je devais faire un petit parallèle, c'est un peu comme des Lego qu'on vient imbriquer les uns avec les autres. Donc ça, c'est la théorie, entre guillemets. Maintenant, si on regarde en termes de code, qu'est-ce que ça donne? Finalement, la même chose que ce que je viens de vous parler, mais sauf que voilà, c'est écrit en Dart cette fois-ci. Et la particularité de Flutter, c'est d'utiliser un paradigme qui s'appelle la Declarative UI. C'est donc la même chose que si vous faites du Jetpack Compose ou du Swift UI sur mobile, c'est-à-dire que votre interface, vous l'exprimez, vous la décrivez dans votre code. C'est pas, moi, je vous ai dit au début, je suis développeur Android. Sur Android, on peut aussi faire des interfaces en XML. Là, l'idée, c'est qu'à la place, on fait tout dans le code. Ensuite, imaginons qu'on veuille rendre le code légèrement plus intelligent en le rendant interactif. Donc là, vous voyez, par exemple, je suis passé de 260 à 261. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il y a tout simplement une notion d'état qu'il va falloir qu'on gère. Donc, si je vous schématise ce truc-là, qu'est-ce qui doit se passer? Grosso modo, on a notre vue, elle va dire, tiens, l'utilisateur, il a cliqué. Donc voilà, ça envoie un événement, et cet événement, il est envoyé à une brique qui gère l'état de notre application. Cette brique, potentiellement, elle peut éventuellement appeler des web services, faire des trucs X ou Y. Bref, voilà, elle va faire des trucs, cette solution. Et une fois que c'est terminé, il y a un nouvel état qui est renvoyé vers Flutter. Et donc là, on se dit, waouh, sur le papier, ça a l'air super simple. Sauf que, donc je vous ai dit, je vous présente Flutter avec les avantages et les inconvénients. Et là, on va voir qu'il y a un tout petit inconvénient là-dessus. C'est parce que, tout simplement, quand on cherche comment gérer l'état en Flutter, le problème, c'est qu'il y a plein de choix qui est possible. Et là, vous voyez ici, c'est juste les 30 bibliothèques les plus populaires. Mais en réalité, si on cherchait, il y en aurait énormément plus. Et le problème qu'a Flutter au final, c'est que finalement, si on est nouveau, la question qui se pose, c'est quelle solution faut-il utiliser? Et là-dessus, jusqu'à présent, Google n'a pas vraiment tranché. Il donne plutôt des conseils. Mais il y a eu une toute petite évolution depuis Flutter 2.5, donc c'était en fin d'année dernière, où ils ont commencé à mettre en place un template qui s'appelle le Skeleton. Et dans ce template-là, typiquement, comme vous le voyez sur la petite vidéo, en fait, on gère le thème de l'application. Donc, on gère un état, donc soit le thème il est light, soit le thème il est dark. Eux, ils sont partis du principe d'utiliser Change Notifier, qui est donc un mécanisme de gestion de l'état qui est intégré dans Flutter. Donc voilà, dans ce skeleton, c'est une manière de gérer l'état. Vous pouvez prendre cette méthode-là, soit vous pouvez regarder dans les 30 autres, voire même plus, que je vous ai montré précédemment. Donc voilà, là-dessus,
Flutter est cool, mais là-dessus, il pourrait peut-être être un peu plus, donner plus d'indications, je trouve. Bon, bref. Ensuite, je vais vous parler rapidement du langage que l'on utilise pour faire du Flutter. Le langage, c'est du Dart. Alors peut-être que ça vous dit quelque chose ou pas, mais moi, le Dart, j'avais commencé à en entendre parler donc au début des années 2010, c'est là où il a été présenté. Et initialement, Dart, en fait, c'était un langage qui était fait pour faire l'équivalent de ce que faisait le JavaScript à l'époque, mais plutôt pour la partie grosse application, donc des dashboards, des choses comme ça. Mais pour que ça puisse fonctionner, à l'époque, il fallait que les navigateurs intègrent la machine virtuelle Dart. Du coup, je vous la fais rapide. Chrome l'a implémenté, mais tous les autres n'ont pas joué le jeu. Donc du coup, quand on était développeur, on était là à développer du code, mais qui ne marchait que sur Chrome. Donc forcément, ça a été un gros fail à ce moment-là. Du coup, ils ont essayé de faire une V2 de Dart en permettant de transpiler le code Dart vers du JavaScript. Mais bon, pour plein de raisons, ça a échoué. Mais finalement, c'est un peu comme les chats, Dart a une nouvelle vie en plus, et plus ou moins sa troisième vie grâce à Flutter. Et l'avantage que Dart a, c'est que finalement, c'est un langage qui a plein de fonctionnalités, mais qui était un peu sous-estimé jusqu'à présent. Et maintenant, pourquoi est-ce que finalement Google a choisi ce langage-là? C'est surtout parce qu'il permet d'avoir plusieurs sorties, plusieurs manières de générer du code. Donc, si on regarde bien, vous allez coder en Dart, et comme je vous ai dit initialement, Flutter, ça va permettre de faire du mobile, du web ou du desktop. Et en fonction en fait de ces plateformes, le type de binaire attendu en sortie est différent. Donc typiquement sur le web, on s'attend à du JavaScript. Et ça, Dart il est capable de le faire. Sur du mobile, on s'attend à avoir un binaire qui est optimisé pour l'architecture ARM. C'est le cas aussi. Et pour quand on fait du desktop, il y a encore un autre mode de fonctionnement. Et donc, Dart, en fait, il est capable de gérer tous ces cas de figure. Et donc, c'est pour ça que c'est relativement intéressant. Et le mode qui s'appelle avec la VM Dart, ça va nous être utile quand on développe, parce que ça va nous permettre en fait d'injecter uniquement les modifications au fur et à mesure qu'on les code. Et alors là, j'ai pas le temps de vous le montrer, mais en fait, c'est quelque chose qui est vraiment très pratique parce que ça fait gagner beaucoup de temps. Donc, je vous ai dit, je vous parle des avantages. Donc là, je vous ai dressé plein de trucs super positifs sur Dart. Par contre, il y a une petite astérix autour de Dart, et c'est ce qu'on appelle la génération de code. Donc en Dart, vous avez, en général, vous allez peut-être utiliser des annotations dans votre code, et généralement, qu'est-ce qui se passe quand vous appuyez sur le bouton Build? Ça va vous générer du code associé à ces annotations-là. Donc en Flutter, c'est possible de faire ça avec un package qui s'appelle BuildRunner, qui a tout d'officiel. Mais l'inconvénient que BuildRunner a, c'est qu'il faut le lancer à la main. C'est-à-dire que si vous lancez votre application Flutter et que vous oubliez de lancer la commande de BuildRunner à la main, votre code va être désynchronisé d'une certaine manière. Donc là-dessus, ça fait encore partie des petits inconvénients que Dart a aujourd'hui. Par contre, si quelques slides précédemment, j'avais mis une fonctionnalité qui s'appelait Static Metaprogramming. Et en fait, l'idée du Static Metaprogramming, c'est tout simplement de permettre que lorsque vous appuyez sur le bouton Build, justement, il y ait cette étape de génération automatique de code qui vienne avec. Et ça, les gens de chez Google sont en train de bosser dessus, et normalement, ça devrait sortir dans le courant de l'année. Donc, voire peut-être même plutôt à la fin, je pense. Mais voilà, ça reste un inconvénient aujourd'hui, mais je pense qu'il devrait être corrigé d'ici à la fin de l'année. Alors, Dart, c'est aussi très utile pour faire soit du front en web, soit via un back-end. Donc là-dessus, j'y reviens pas parce qu'il y a une session après qui est dessus. Mais typiquement, il y avait officiellement, il y avait un package qui s'appelait Aqueduct qui permettait de faire des back-ends, qui n'est plus maintenu. Et à la place, c'est la communauté. Mais comme je vous ai dit, il y a un talk après moi. J'en dis pas plus. Du coup, si je devais
très rapidement synthétiser où est-ce qu'on en est sur Flutter aujourd'hui. Pour ce qui est du mobile, très clairement, c'est là où vous allez avoir la version la plus stable. Donc vous pouvez presque y aller presque y aller les yeux fermés, pardon. C'est la version où vous n'aurez pas de problème. Donc que ce soit Android, iOS, vous pouvez y aller. Et d'ailleurs, il y a même des contributeurs comme Microsoft qui aident à enrichir Flutter. Alors pourtant que Microsoft, ils ont Xamarin ou .NET MAUI qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Ben, même Microsoft y contribue, par exemple en supportant les écrans pliants, pliables, comme le Surface Duo. Donc ça, c'est pour le mobile. Pour ce qui est du web, Google appelle ça stable. Moi, j'ai plutôt tendance à appeler stable avec des guillemets parce que ça marche d'une manière générale, mais tout n'est pas encore super intuitif et en termes de performance, parfois, ça reste encore un peu discutable. Mais disons que d'une manière générale, ça va fonctionner si vous ne faites pas un site dont le SEO est important. Pourquoi? Parce qu'en gros, quand vous allez transpiler votre application vers du JavaScript, en fait, toute votre application va être mise dans un gros fichier JavaScript et votre utilisateur, quand il va ouvrir la page web, tant qu'il n'a pas téléchargé toute l'application, en fait, il ne peut pas voir le contenu du site. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Si le robot Google passe, pour lui, il a l'impression que votre site est super lent à charger et donc il va énormément pénaliser. Donc c'est pour ça que quand on fait du Flutter Web, il faut faire vraiment attention à qu'est-ce qu'on veut en faire. Parce que voilà, aujourd'hui, ça marche plutôt bien, mais voilà, ne faites pas un site d'actualité où le SEO est super important. Ça, c'était pour la partie web. Je termine maintenant avec la partie desktop, où là, on a Windows qui est en version stable et macOS et Linux qui sont en version bêta, sachant que pour ce qui est de Linux, donc je vais avancer un tout petit peu, pour ce qui est de Linux, il faut savoir que Canonical, qui est donc derrière Ubuntu, contribue de manière officielle. Et d'ailleurs, dans Ubuntu, si vous installez la distribution sur votre ordinateur, il faut savoir que l'installateur graphique, depuis la dernière version stable, il est entièrement fait en Flutter. Donc autant vous dire que c'est une brique essentielle. Donc voilà, s'ils se sont permis de migrer vers Flutter, c'est quand même que ça va perdurer. Voilà, donc si je devais rapidement récapituler ce que j'ai dit, sur mobile, allez-y les yeux fermés, sur le web, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais bon, ça va marcher. Sur le desktop, faites bien quelques tests avant, sait-on jamais. Voilà, donc c'était ma petite introduction sur Flutter. J'ai essayé de faire assez vite pour vous présenter un peu tout ce qu'il y avait à retenir. Je vous remets le lien vers ma newsletter Flutter si ça vous intéresse. Donc ça s'appelle Flutter Digest. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je vais essayer de les regarder maintenant. Alors oui, pour Build Runner, en effet, il existe un mode qui s'appelle Watch. Donc ça, c'est Jérémy qui nous dit ça dans le chat. En effet, donc le mode Watch pour Build Runner, ça va consister finalement à avoir un processus qui tourne en arrière-plan. Mais le problème pour moi reste le même, c'est-à-dire que si vous oubliez de lancer cette commande-là, vous l'aurez dans l'os. Et donc voilà, ça reste un inconvénient, mais voilà, qui va être corrigé cette année. Et oui, pour revenir sur le point de Simon, comme quoi Build Runner est parfois très long, en effet, au plus vous avez un projet important, au plus Build Runner peut prendre du temps. Mais là-dessus, il y a une toute petite optimisation qui existe, à savoir que vous pouvez lancer Build Runner en lui disant « Regarde tel et tel fichier ». Et dans ce cas-là, il ira beaucoup plus vite que dans l'autre cas, parce que dans l'autre cas, en fait, il est obligé de parcourir tous les fichiers et parser le contenu. Donc voilà, c'est pour ça. Est-ce que Flutter est le premier framework mobile de Google? Android est le premier framework Android de Google. Tout dépend qu'est-ce qu'on appelle vraiment framework, parce qu'il y a aussi du web, mais pour faire du cross-platform, en tout cas chez Google, c'est le premier, en effet. Du moins, et pour faire du natif aussi.
Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, alors comment est-ce que je vois l'évolution de Flutter d'ici à la fin de l'année et la place qu'il va prendre sur le domaine de l'emploi, utilisation par les entreprises. Alors, très clairement, Flutter est en train de grossir et ça se voit dans les offres d'emploi où il y en a de plus en plus. Très clairement, vous tapez Flutter, il y a quelques années, il fallait vraiment, on était content quand il y en avait une. Là maintenant, en France, il y en a plein. Vous allez sur LinkedIn, vous allez sur plein de sites d'emploi classiques. Alors, en Belgique, désolé, je ne connais pas les sites qui sont utilisés, mais voilà, très clairement, on voit qu'il y a de plus en plus d'offres qui arrivent. Par contre, en termes d'évolution, ce qu'on voit clairement, c'est qu'aujourd'hui, le besoin, il est sur la partie mobile. Les besoins sur du web ou sur du desktop, c'est beaucoup moins important, mais c'est assez logique parce que tout simplement, le support de ces plateformes-là est beaucoup plus récent en stable. Alors, Flutter est natif de base pour Swift et Kotlin afin de les disposer dans le store. Alors, je n'ai pas trop compris la question. Oui, quand on fait de l'Android et de l'iOS, c'est bien du code natif qui est généré, au même titre que du Swift ou du Kotlin qui génère du natif. Alors, la meilleure solution de state management pour moi, ça dépend. Donc, par habitude, moi, j'ai utilisé un truc qui s'appelle Block, mais il y a beaucoup de gens qui aiment. Alors là, ça fait gros débat, mais il y en a énormément qui aiment GetX. Il y en a d'autres qui aiment juste la base de la base avec Provider. Il y en a d'autres qui préfèrent le package de Rémi. J'ai oublié le nom. Riverpod, pardon. Bref, voilà, ça dépend. Moi, j'ai commencé en utilisant Block parce que c'est un peu historique et j'ai toujours aimé ça. Du moins, j'ai jamais trouvé vraiment d'inconvénients avec et donc du coup, je suis resté dessus. Mais voilà, en fait, vous pouvez utiliser un peu tout ce que vous voulez. L'optimisation l'optimisation pour Build Runner, donc c'est en fait quand vous lancez Build Runner, c'est une ligne de commande à écrire. Et en fait, vous pouvez, alors là comme ça, je ne connais pas la ligne de commande, mais vous pouvez dire prends telle et telle commande, tel et tel fichier, et comme ça lui fait gagner beaucoup de temps parce que sinon, il doit chercher tout seul. Flutter et Angular. Pensez-vous qu'Angular prendra le devant dans l'avenir au niveau des priorités de Google? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Google, chaque département est indépendant. Donc, Flutter, c'est un endroit, Android, c'est un endroit, Angular, c'est un autre endroit. Donc, en fait, en termes de priorité chez Google, c'est pas parce que Flutter est en train d'exploser que Android va être abandonné ou que Angular va être abandonné. C'est vraiment un peu à l'intérieur de Google, comme si c'était des sociétés différentes. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'elles sont en concurrence aussi généralement. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a eu un bug côté Android où, par exemple, Android, ils ont besoin de Google Cloud pour avoir un site internet. Typiquement, ils avaient cramé tout leur crédit Google Cloud. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire, c'est des entités qui sont différentes les unes des autres. Et chez Google, il ne faut jamais voir ça en termes de priorité les uns par rapport aux autres parce qu'il n'y en a pas en fait. Et c'est ça qui est un peu compliqué à comprendre. Alors, ma préférence entre Block et Riverpod, voilà, comme j'ai dit, moi j'utilise Block parce que c'est plus par historique, parce que j'ai toujours utilisé ça, on va dire, et donc j'y suis resté. Mais voilà, Riverpod a plein d'avantages aussi. Donc, voilà. En fait, il faut un peu tester et c'est presque, j'allais dire, ce que vous préférez, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci Jérémy pour rappeler qu'il y a les newsletters. Juste merci à tous d'avoir écouté mon talk. A priori, on va passer au suivant. Donc je crois que c'est Guillaume qui est à Nantes qui enchaîne ensuite. Merci à tous en tout cas.